Donc, on va commencer tout de suite avec Christophe Baptiste, qui est donc ancien salarié en transition professionnelle chez Solidaria et aujourd'hui en poste chez Domaine Orsini. Merci Christophe de bien avoir voulu témoigner aujourd'hui. On sait que c'est pas facile, mais comme je disais, ça n'est facile pour personne, hein, même si on a l'air tous très sereins. Donc déjà, Christophe, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous aviez comme poste quand vous étiez au sein de Solidaria et combien de temps vous êtes resté là-bas? Je suis resté 1 an et demi et je m'occupais principalement de trier les livres, enfin les arrivages de livres, de vidéos et DVD principalement. Je faisais aussi, je vérifiais si tous les jeux de société qui arrivaient étaient complets ou non. Et je faisais aussi s'allier avec un autre référent des utopistes du Fab Lab. Puis après, j'avais rien à faire, enfin, j'allais aider un autre collège dans l'électricité et tout, enfin, dans un petit atelier pour l'aider pour travailler. C'était pour la réparation électroménager. Ok, merci. Et donc, quand vous étiez chez Solidaria, vous avez commencé à chercher un emploi et d'abord un stage, une PMSMP, et vous avez donc trouvé chez Domaine Orsini. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé, ce stage chez Domaine Orsini? Qu'est-ce que vous faisiez et comment c'était? Ce que je fais et ce que je faisais jusqu'à maintenant, je m'occupe de vérifier les pots de confiture, si ça se ferme bien. On fait les confitures artisanalement. On fait aussi le nougat, les pâtes fruits en général. Et je fais principalement de la manutentionnaire, principalement. Ok. Et du coup, quand vous étiez en stage là-bas, est-ce que ça s'est bien passé? Comment ça s'est passé, cette première expérience? Ça s'est bien passé et ça se passe toujours aussi bien. Super. Effectivement, donc vous avez été embauché en CDI depuis bientôt un an. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer c'est quoi vos conditions de travail là-bas, vos horaires, etc. Mes horaires, c'était 8h midi principalement, du lundi au vendredi. Et tout se passe bien, que ce soit mes collègues comme le lieu de travail sont très bien pour moi. Si c'est un problème ou autre, je m'adresse à mes collègues qui peuvent m'aider à résoudre mon problème du moment ou autre si j'en ai. Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous préciser, vous m'aviez expliqué que ça se passait bien donc pour vous, parce que Domaine Orsini avait adapté justement vos horaires, vos conditions de travail pour que ça vous convienne bien, et que c'était pas exactement les mêmes que vos collègues, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Euh, je vais quand même essayer. Euh, Vous m'avez dit que vous commencez pas à la même heure, par exemple, et que vous travaillez pas les mêmes jours. c'est ça. Moi, je commence à 8h, alors que mes collègues, eux, ils vont commencer vers 7h30, ou peut-être un petit peu plus tôt, sûrement. Et eux, ils vont finir plus tard. Ils sont sur les coups de 35 heures, alors que moi, je fais 20 heures par semaine. Que je trouve, pour moi, très bien pour mon cas à moi. Ok, top, merci. Et vous m'aviez expliqué aussi que vous avez été accompagné pendant la recherche, mais toujours aujourd'hui, par Espoir Autisme Corse. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup qu'est-ce que vous faites avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous voir régulièrement, il me semble. C'est ça. Ces personnes-là, ils aident les personnes comme moi qui ont un handicap, que ce soit minime comme un gros handicap, qui, qui permettent de chercher un travail, qui permet un bon travail à chaque personne qui ont un handicap plus ou moins gros.
qui leur sont adaptés. Et quand ils viennent vous voir, du coup, à Domaine Orsini, toutes les 2-3 semaines, vous m'avez dit, qu'est-ce qu'ils font avec vous, finalement, et avec l'entreprise? Généralement, ils font un point entre moi, eux et l'entreprise pour voir s'ils peuvent adapter ou non, adapter un peu plus le poste pour la personne. Super. Et donc aujourd'hui, ça se passe toujours bien pour vous au sein de votre équipe? Oui. Super. Ben, merci beaucoup Christophe. L'idée qu'on voulait souligner avec son témoignage, c'était qu'en fait avec l'accompagnement de la SIAE, notamment au début, on va en parler avec Marie-Florence, et par exemple là Espoir Autisme Corse, il y a vraiment cette idée d'un double filet de sécurité en fait qui accompagne la personne, mais aussi l'employeur, puisque comme l'a bien dit Christophe Baptiste, en fait Espoir Autisme Corse, ils font aussi un point avec les responsables chez Domaine Orsini. Donc j'enchaîne avec Marie-Florence. Donc qui travaille pour Solidaria, directrice. Donc pour préciser un petit peu la recherche d'emploi et la prise de poste de Christophe, vous m'avez expliqué que au début, avant Domaine Orsini, vous aviez trouvé une ou deux autres PMSMP, donc stages possibles, mais que finalement ça n'avait pas fonctionné. Est-ce que vous pouvez nous redire justement quelle a été la différence entre ces premiers employeurs où ça n'a pas marché et Domaine Orsini? Oui, alors je pense essentiellement à une PSMP donc qui n'a pas abouti. Alors quand on dit pas abouti, ça veut dire surtout que on n'a pas pu signer la PSMP en réalité, tout simplement parce que l'employeur était tout à fait prêt à signer, hein, mais en réalité il y a eu une difficulté pour lui de se projeter, notamment parce il n'avait pas la possibilité en interne d'avoir un tutorat suffisamment étayé et développé pour l'accompagnement de Christophe. En fait, il savait pas vraiment par quel bout le prendre, ce tutorat, et c'était une petite équipe en réalité, donc ils étaient que 2 à travailler sur site. Voilà, donc ça c'était une difficulté pour lui, donc c'était pas un refus, c'était pas un manque de volonté donc de pouvoir accompagner ce type de public, mais c'était véritablement une difficulté donc d'adapter ses modalités de travail en interne, et donc il avait besoin d'un accompagnement plus poussé. Ok. Et donc finalement, au contraire, Domaine Orsini, vous m'aviez dit, la manière dont ils ont accepté cette PMSMP et le recrutement derrière, c'est parce qu'il y avait finalement une réflexion derrière, qu'il y avait tout un cadre qui a facilité cette embauche. Oui. Alors, Domaine Orsini, il faut savoir que déjà, c'est une entreprise qui est beaucoup plus importante. Donc, ils ont en termes de ressources humaines donc la possibilité de mobiliser donc un nombre de tuteurs plus important. Je crois que Christophe, tu travailles avec 2 personnes donc dans l'atelier donc qui sont susceptibles directement d'intervenir à tes côtés. Donc, ça veut dire qu'il a 2 tuteurs. Déjà directement, la possibilité donc de le mobiliser sur plusieurs types de postes. Si ça fonctionne pas sur l'un, il peut aller donc éventuellement sur un autre. Ça aussi c'est quand même très important de le souligner. On va pas non plus se mentir, le travail fondamental d'Espoir Autisme Corse pour pouvoir accompagner l'employeur au quotidien, donc sur un parcours donc sur mesure et sans couture, on va dire, à la fois avec Christophe, mais aussi avec l'employeur. C'est-à-dire que savoir exactement sur quel type de poste donc Christophe peut être accompagné, sur quel type de métier, avec quelle progression, avec quel profil compétences. C'est quand même indiscutable, donc ça a aussi vraiment facilité le travail, donc en tout cas la mobilisation donc de l'employeur. Nous en Balagne, pour situer, on a 3 grosses entreprises, ce sont vraiment des très grosses entreprises qui sont, on va dire, des pourvoyeurs d'emploi pour le public à handicap. Ok. Et ce que vous m'aviez précisé, qui était aussi, je trouvais, très intéressant de la part de l'employeur, c'était que, en fait, vous m'aviez dit qu'ils avaient bien réfléchi leur recrutement, c'est-à-dire ils savaient ce qu'ils cherchaient, mais ce qu'ils proposaient eux aussi. Ils avaient anticipé dans la saison d'avoir le temps, et en plus qu'ils n'avaient pas forcément de manière préconçue en tête de comment on embauche une personne avec un handicap. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu tout ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'était évident que il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de limite non plus. Donc, ils étaient ouverts à l'idée donc d'un recrutement donc sur ce type de public. C'est quelque chose qui est évidemment tout à fait envisageable et possible. Et demain, si Espoir Autisme Corse revenait avec une autre proposition, donc ils ont des métiers en fait qui sont tout à fait, enfin
tout à fait possible d'offrir à ce type de public, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres types d'employeurs, de TPE. Voilà, on sait que le tissu économique est quand même constitué à plus de 95% donc de TPE avec pas d'emploi salarié disponible. Donc c'est vers ce type d'employeur aussi qu'il faut aller. Et donc c'est, je crois, très enthousiasmant donc aussi de sentir une équipe bienveillante, disposée à accueillir, donc, où on se sent accueilli avec bienveillance, qui n'a pas donc de préjugés sur le type de poste, qui peut adapter aussi en termes horaires, en termes de contenu de mission. Voilà, donc je crois que c'est ça aussi qui est très important à souligner. Et le fait que, vous me disiez, en fait, Domaine Orsini était aussi conscient de ses propres contraintes, c'est-à-dire le fait qu'ils avaient un poste, en fait, sur ces missions de reconditionnement qui sont pas forcément faciles, qui cherchaient potentiellement en temps partiel et qu'ils étaient aussi conscients que il fallait qu'ils trouvent quelqu'un en fait juste qui soit compétent sur ces missions et qui accepte aussi ce cadre de travail. Oui, tout à fait. Ça c'est aussi une opportunité qui est offerte à ce type de profil-là. Donc il y a aussi tout un travail amont à réaliser donc auprès des employeurs pour leur faire découvrir donc les métiers qui peuvent être offerts donc à ce type de public pour faire matcher en fait concrètement donc l'offre et la demande. Et là je pense que c'est plus Cap Emploi qui va pouvoir répondre donc à ce type de questions. Mais moi, je peux répondre aussi parce que sur un sujet très précis, et je conclurai là-dessus, parce que finalement, nous, en tant qu'SIAE, on a été employeur de Christophe avant Domaine Orsini, et en fait on s'est retrouvé dans la même configuration que Domaine Orsini lorsque il s'est présenté à nous avec Espoir Autisme Corse, où il a fallu que nous-mêmes on adapte finalement notre poste de travail donc à ses missions, à ses limites, si je peux exprimer ainsi. C'est pas négatif ce que je dis là, mais voilà, il y avait donc toute une, on va dire, des obligations, des contingences, donc des possibilités qui étaient offertes, mais voilà, on avait donc un certificat médical donc à respecter, on avait aussi un temps de travail à respecter, on avait des missions à respecter, et ce qui allait lui permettre aussi, à lui comme à nous, de trouver un certain équilibre dans le travail, et c'est ce qu'on a fait. Donc on a choisi des missions donc qui allaient te plaire, qui allaient aussi servir donc l'équipe. Parce que c'est comme ça donc qu'on a travaillé. C'est pour ça qu'il a parlé de progression, c'est-à-dire qu'au début il a travaillé dans un certain secteur, ensuite il a évolué donc vers un autre secteur, et puis il a combiné les deux, et pour que ça se passe aussi dans une bonne entente et que ça lui corresponde. Parce que Christophe, il faut savoir, il ne vous l'a pas dit, mais il oubliait la montre, donc à 2h il fallait qu'on mette le réveil pour qu'il arrête de travailler, parce qu'il ne sait pas arrêter de travailler. Voilà, donc ça fait partie aussi, je crois, de ce qu'ils font au Domaine Orsini. Ils te disent à midi qu'il faut partir manger, parce que sinon tu continues à travailler, ils ne respectent plus ses horaires. Ça marche. Et donc avant que vous concluiez, parce qu'on ne va pas conclure encore, tout à fait, pour revenir un petit peu donc sur le tout début, donc cette première PMSMP qui a été trouvée, vous m'avez expliqué donc que vous avez eu ce rôle que vous avez normalement en tant qu'SIAE d'habitude, c'est-à-dire vous avez fait un certain nombre de points de suivi avec Christophe, avec l'employeur au début pour lancer tout ça. Oui, on va dire, c'est tout à fait le cadre de Sèvres Emploi aussi. Alors, pas uniquement, pas exclusivement, parce que c'est aussi un petit peu notre métier de SIAE, mais évidemment, donc, on s'était engagé, donc, notamment dans l'action Sèvres 3, là-dessus, donc à faire un point à la semaine, un point au mois, donc avec des points tripartites, Sèvres 2 d'ailleurs, puisque les PSMP c'était Sèvres 2 et avec l'employeur c'était Sèvres 3. Et donc c'est ce qu'on a fait, mais de façon encore plus assidue dans le cadre d'un emploi accompagné un peu spécifique, parce qu'il n'y a pas que l'employabilité donc à mesurer, les conditions de travail, il y a aussi évidemment la condition donc de bienséance et de bien-être donc qui est un petit peu différente, mais c'est aussi pour ça que je disais que l'accompagnement d'Espoir Autisme Corse et de Cap Emploi est absolument nécessaire et indiscutable pour permettre donc l'insertion en emploi durable de ce type de public. Véritablement. Mais je crois aussi que c'est un engagement qu'on doit prendre tous ensemble, SIAE, employeurs, institutions et partenaires, et ça ne peut pas se faire dans un cadre, on va dire, classique et traditionnel de droit
droit commun. Il faut véritablement qu'on travaille main dans la main, sinon ça ne se fera pas, ça ne se passera pas. Et dans un premier temps, bien évidemment, il faut mobiliser les employeurs, et notamment les gros employeurs du territoire. Et transition parfaite pour cette dernière question. Vous m'avez donné un exemple que j'ai trouvé très intéressant quand on a discuté au début sur l'accompagnement aussi que vous avez eu de Espoir Autisme Corse, où vous m'aviez dit dans les premières PMSMP donc que vous avez trouvées, il y avait cette première où donc la personne n'avait pas forcément finalement le temps, les moyens de faire ce tutorat, et vous m'avez dit en fait nous, sans Espoir Autisme Corse, on aurait probablement un peu forcé la main en se disant il faut qu'on y aille, tant pis, et c'est eux qui vous ont un peu tempéré. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter, parce que je trouve que c'est un exemple assez parlant de leur expertise aussi à eux. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on aurait eu tendance à vouloir forcer un petit peu le trait, j'ai envie de dire, de l'employeur qui n'aurait pas compris ou en lui disant mais oui, mais c'est facile de mettre en place un tutorat, on va t'accompagner, on va t'aider, on va venir un petit peu plus en détail parce qu'il faut absolument accompagner, c'est nécessaire. Et Espoir Autisme Corse nous a dit non, c'est pas la peine. S'il n'a pas la latitude suffisante en termes de disponibilité, s'il n'est pas organisé en tant qu'employeur aujourd'hui pour accompagner sereinement, dignement, avec la latitude nécessaire un employé aujourd'hui pour lui permettre de découvrir un métier ou de se projeter dans une insertion durable, ça n'est pas la peine. Ça n'est pas la peine aujourd'hui. Il faudra qu'on travaille avec lui plus tard. Dans d'autres conditions, mais aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc, laisse tomber. On va aller trouver un employeur qui est aujourd'hui plus disponible et mieux disposé. Et effectivement, ça nous a ouvert des perspectives parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas compris aussi facilement si on n'avait pas eu ce contact et ce travail avec Espoir Autisme Corse. Donc, la relation vraiment avec des autres associations et avec des institutions spécialisées, je le redis et vraiment je l'affirme, est absolument indispensable et nécessaire parce que finalement, nous, on est des généralistes de l'accompagnement et notamment sur le handicap. C'est nécessaire vraiment de travailler main dans la main avec les spécialistes. Merci beaucoup. Pour rebondir un petit peu sur donc les propos là de Marie-Florence et de Christophe, je voulais m'arrêter juste rapidement sur ce qu'a évoqué Marie-Florence, l'importance du suivi à la prise de poste, qui est aussi un des gros piliers de SEV. Marie-Florence parlait de SEV 2, SEV 3, pour les personnes qui connaissent pas, c'est les différentes années de formation, pour vous donner le contexte. Et donc nous, chez SEV, ce qu'on voit avec les structures, c'est qu'on a un petit peu résumé en 5 clés de réussite le fameux suivi à la prise de poste, qui est aussi bien pour les PMSMP que pour les emplois, et qu'en fait, c'était un petit peu ça la clé. Et il se trouve qu'en plus, en préparant cette table ronde, j'ai trouvé une fiche de l'AGFIP qui s'adresse aux entreprises et qui s'appelle quelque chose comme comment bien intégrer un salarié porteur de handicap, et qui en fait vraiment dit globalement la même chose. Donc on est tout à fait alignés. Donc je voulais redire un petit peu ces clés qui ont déjà été évoquées, dont on va reparler après. La première, c'est l'idée de, en amont de la prise de poste, présenter le poste, les conditions de travail, se rencontrer. Dans le cas des personnes en situation de handicap, il y a en plus tout le sujet des potentiels aménagements, des contraintes à voir. Le deuxième, là on en a très bien parlé, c'est l'idée de désigner un tuteur, quelqu'un qui est bien disponible, qui est référent, et ça peut être parmi les collègues, hein, c'est pas forcément un responsable. Et la GFIP insiste aussi sur l'importance de former ces personnes qui sont tuteurs, parce qu'en fait ça ne s'improvise pas, personne ou collègue en situation de handicap ou pas. La troisième et quatrième clé qui vont ensemble, c'est l'idée de prévoir une marge de progression. En fait, personne n'est opérationnel tout de suite, et donc d'avoir des objectifs progressifs qui sont à la semaine, au mois, etc., qui avancent. Et la dernière, pour englober tout ça, c'est on fait des points réguliers, des points qui sont formalisés. Hein, ça c'est important. C'est pas juste on prend des nouvelles, on se capte dans un couloir, mais on fait des points pour voir si tout se passe bien. La GFIP, il parle de suivi rapproché et de se dire voilà que ça c'est ça qui permet en fait d'assurer des deux côtés une bonne prise de poste. Et donc pour enchaîner très concrètement, on a la chance donc d'avoir Ilham qui travaille donc aux ressources humaines chez Cap Solidaire, qui est gestionnaire de paye. Donc finalement, Ilham, vous qui travaillez aux ressources humaines, embaucher une personne en situation de handicap, ça n'a rien de spécial finalement par rapport à cette intégration. On fait un petit peu comme avec les autres. C'est ça, c'est-à-dire que nous, au jour d'aujourd'hui, on dispose d'un service d'aide
d'un service d'aide à domicile sur lequel le recrutement, que la personne soit en situation de handicap ou pas, n'impacte pas le recrutement en soi. Ce qui va permettre ensuite peut-être de devoir aménager éventuellement les postes, ça va être éventuellement l'orientation de Cap Emploi qui peut indiquer justement qu'il y a un handicap, qu'il y a quelque chose à adapter, ou les visites en médecine du travail qui vont demander des adaptations de postes éventuels. Mais la difficulté principale d'un point de vue du recrutement aujourd'hui, c'est pour les futurs embauchés de faire reconnaître leur handicap et d'en parler au moment de l'embauche. C'est souvent ce qui pose problème et ce qui fait que on n'est pas forcément informé parce qu'ils maintiennent en fait cette crainte que ça puisse impacter leur embauche et du coup ils n'en parlent pas forcément à ce moment-là. Et vous, par rapport à cette difficulté effectivement qui pour le coup est particulière au handicap, est-ce que, enfin, comment vous en sortez, comment vous faites avec ces candidats et ces personnes? C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que s'ils n'en ont pas parlé au départ, ça va peut-être se savoir par la suite s'ils rencontrent des difficultés pendant leur poste. Ça peut intervenir, voilà, ou lors de la visite médicale d'embauche, qui va faire ressortir ces points-là et des choses à mettre en place peut-être éventuellement par la suite. Et donc quand on a discuté, vous m'avez donné pas mal d'exemples qui sont concrets et très intéressants sur finalement vous qui donc embauchez des personnes en situation de handicap, les types d'aménagements que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples? Oui, on va avoir divers types d'aménagements, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'aménagement organisationnel, ça peut être du temps partiel, ça peut être du mi-temps thérapeutique sur des contraintes horaires, ça peut être sur des difficultés un peu plus techniques, par exemple une personne qui peut pas porter de charges lourdes, pour qui on va adapter les missions, on fera par exemple plus de repas ou plus d'aide aux courses ou plus d'accompagnement que de ménage pur par exemple, ou voilà, c'est d'adapter la situation. Une personne qui a des difficultés de mobilité, qui ne peut pas conduire par exemple, on va essayer de trouver des missions proches du domicile qui vont lui éviter de gros déplacements et faire en sorte de faciliter les choses. Oui, en fait, ce qui était intéressant dans cette conversation, ce qui ressortait, c'est que les aménagements sont principalement organisationnels, en fait. Et c'est là où je vous place le changer les personnes et non les organisations. Et que y a un peu, on en reparlera après, cette idée que embaucher des personnes en situation de handicap, c'est surtout du technique, du matériel, que ça coûte cher, alors qu'en fait, ces aménagements organisationnels sont en fait déjà très souvent mis en place pour tout type d'employés, et que donc voilà, c'était quelque chose qui déconstruisait un peu ça. Et moi, je voulais juste vous poser une question, vous du coup qui êtes en plus au RH, en tant que vraiment employeur avec le nez dans les contrats, ces aménagements, pour des employeurs qui justement ne sauraient pas trop comment s'y prendre et tout, qu'est-ce que vous leur diriez, vous, quel moyen ou quel conseil pour se dire vous pouvez embaucher des personnes en situation de handicap, à part ces aménagements qu'on fait déjà et le suivi particulier médical, finalement, ça change pas grand-chose. Non, finalement, on le constate nous, sur un groupement qui est quand même assez conséquent aujourd'hui et où on peut avoir tout type de poste. L'aménagement en soi, c'est pas la difficulté. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'il faut plus adapter peut-être le poste à la personne et pas la personne au poste, et revenir en fait aux choses essentielles, de se dire de repenser le poste autour de la personne et fonctionner pour que le poste soit le plus adapté possible. Merci beaucoup. Du coup, on va passer avec Cap Emploi, puisque donc vous, Yoann Giudicelli, vous accompagnez plutôt les personnes donc en situation de handicap, mais forcément un peu indirectement les employeurs aussi. Donc du coup, sur plutôt ces futurs employeurs, que ce soit de la PMSMP d'abord ou de l'emploi, c'est quoi en général leur premier questionnement ou inquiétude, celles dont ils vous font part au tout début? Alors, initialement, ça va être les compétences de la personne. Donc, une fois qu'on rassure les employeurs sur ce volet-là, on va être plutôt sur ce que la personne peut faire. Donc là, nous, on intervient en évoquant uniquement les contre-indications sur le poste, ce qui peut être mis en place pour justement gérer ces contre-indications.
c'est vraiment les deux volets qui reviennent le plus souvent quand on est en lien avec les employeurs. Et vous disiez en plus que finalement, au tout début, notamment des employeurs qui n'ont peut-être pas l'habitude, finalement, des fois, ils vont se poser beaucoup de questions, se mettre beaucoup de freins eux-mêmes, à vouloir, entre guillemets, trop bien faire ou faire vraiment très spécifiquement. Finalement, ils vont se freiner tout seuls un peu. Oui, c'est ça. On veut justement toujours bien faire, donc on va essayer de couver un peu la personne, peut-être de dépasser un peu même la fonction de l'employeur. Donc nous, on est là pour rassurer, pour dire que tout a été fait, que la personne, si on va faire la démarche pour une PMSMP, c'est qu'elle a les compétences surtout. Donc et on intervient à ce niveau-là essentiellement. Ok, ça marche. Et pour reprendre quelque chose qui avait bien marché là dans la situation de Christophe, vous nous disiez en fait, vous, en tant que cap emploi, pour les personnes et pour l'employeur, vous essayez, je vous cite entre guillemets, de ne pas être juste une adresse mail et la personne qui fait les papiers, mais d'être plus que ça. Est-ce que vous pouvez du coup nous dire un petit peu finalement comment vous faites cet accompagnement? Alors on va essayer justement de rencontrer l'employeur, de faire le lien, même de faire des rencontres tripartites, que ce soit avec l'employeur et le ou la bénéficiaire. Par exemple, pour les PMSMP, on va éviter juste de prendre la PMSMP, de la signer, de la renvoyer à l'employeur. Ça me paraît logique, mais c'est toujours bon de le souligner. Et justement, pour rassurer l'employeur, on va faire vraiment le lien avec la personne, pour que tout le monde soit en confiance. Et après, même pendant la PMSMP, si imaginons ça fait 3 semaines, on va dire la première semaine, on va essayer de faire une visite, si c'est faisable, en fonction du territoire, ou au moins un entretien téléphonique, vraiment pour faire ce lien, qu'on puisse être identifié, mais pareil, l'employeur soit quand même qui se sente en sécurité aussi. Et ce que vous me disiez aussi qui était intéressant, c'est que vous, les personnes que vous accompagnez, il y en a un certain nombre qui passent d'abord par de la formation et que finalement, vous utilisez aussi cette période de formation pour tester les aménagements justement dont ils ont besoin. Et donc, une fois que les personnes arrivent sur la partie emploi, en fait, tout est déjà un peu cadré à ce niveau-là. Oui, en fonction des formations. Donc, imaginons une formation d'1 an, on va lister les contre-indications avec notre ergothérapeute, monsieur Picot, notre partenaire, et on a une plateforme de prêt, le temps de couvrir le dépôt du dossier à la GFIP, pour justement que la personne puisse suivre sa formation sans difficulté particulière. Et après, lorsqu'il y a la prise de fonction, l'emploi, ça va être le matériel sera déjà listé, on va dire. Donc il n'y aura pas tout sera déjà un clé en main, oui, pour citer un peu la... Ok. Je reprends encore une des réussites de l'embauche de Christophe. C'était ce que Marie-Florence me disait, que à la base, Domaine Insigny, en fait, il cherchait avant tout quelqu'un qui pouvait en fait occuper ce poste, qui avait des compétences. Et c'est quelque chose dont vous m'avez parlé aussi, l'idée de se dire que aujourd'hui, l'enjeu pour vous, c'est de présenter la personne avant tout comme quelqu'un en fait qui est compétent et qui répond aux besoins d'un employeur, d'accès là-dessus. C'est ça. C'est vendre, enfin pas vendre, mais vraiment mettre en valeur la personne sur ses compétences qu'elle peut faire et ne pas s'arrêter encore une fois au terme au handicap, aller au-delà. Et c'est pour ça qu'on fait aussi une action de veille. Même une fois que le contrat est signé, on peut monter jusqu'à 18 mois. Ça peut être aussi reconductible. Et on fait un point, on fait un suivi, comme fait un peu le DEA avec Sport Autisme Corse ou Isatis. On fait un suivi sur le long terme. Et ce que vous disiez justement, c'est que en vendant entre guillemets, en tout cas ses compétences, en fait finalement comme on disait, des personnes comme n'importe quel salarié, vous essayez aussi justement de mettre ça en avant plutôt qu'un des sujets évidemment quand même récurrents des entreprises, c'est le sujet des aides qui existent par rapport à l'embauche des personnes et donc de se positionner certes en acteur qui connaît ces aides, mais qui va mettre en avant autre chose que ça. Oui, parce que c'est un sujet qui peut revenir. Après, on va mettre en place des aides à l'accueil et à l'intégration. On va mettre en place aussi avec nos partenaires de France Travail, les POI,
pour former les personnes en interne, avec un tuteur, encore une fois, au sein de l'organisation. Mais pour aller au-delà, vraiment s'arrêter sur, encore une fois, on revient toujours avec les mêmes termes, mais sur les compétences de la personne. Pas que cette personne soit identifiée uniquement comme un atout, peut-être au niveau au niveau des contrats, au niveau voilà, financier ou autre. Oui. Oui, parce que finalement, en fait, c'est en mettant en avant ces compétences et l'accompagnement qu'on fait en sorte que les employeurs suivent réellement en fait cette intégration, plutôt que se disent entre guillemets, j'embauche cette personne pour avoir mes aides et donc je n'y prête pas forcément toute l'attention qu'il faudrait. Et donc, ce que vous me disiez, qui était quand même plutôt une belle réussite pour vous, c'est que la manière de vendre ça, qui est aussi très sève évidemment, c'est le succès quand même des PMSMP, qui se sont beaucoup développés. Oui, qui se sont beaucoup développés. Beaucoup même de travailleurs sont informés en amont, on va dire. Il y a un peu moins peut-être de sensibilisation à faire au niveau des PMSMP. Donc c'est très bon signe, hein. Il y a des démarches faites par les professionnels eux-mêmes qui viennent nous poser des questions, justement. Voilà, quand il y a une personne qui est allée les voir, quand ils savent qu'ils sont suivis chez nous, donc qui font eux-mêmes la démarche au niveau des PMSMP. Et je vais rajouter une question, pardon, hein. C'est quoi pour vous justement à ce moment-là la clé pour transformer ces PMSMP en embauche derrière? Parce que donc il y a une première réussite autour de ces PMSMP. Je pense que les SIAE ont aussi, voilà, c'est un peu ces mêmes constats, que sur ça, globalement, ça se passe bien, mais que les transformations en emploi sont forcément un petit peu plus compliquées. Est-ce que vous avez un retour un peu d'expérience sur ce sujet? Alors, je dirais qu'il faut mettre en place peut-être d'autres aides. Comme je parlais tout à l'heure des aides à l'accueil et à l'intégration, ça peut rassurer. Et après, peut-être refaire une PMSMP à la marge, mais surtout partir sur vraiment des aides à l'accueil, montrer qu'on est là vraiment pour faire le lien, que la personne, l'employeur ou même notre bénéficiaire n'est pas lâché une fois que la PMSMP est faite, qu'il y a l'entrée en contrat. C'est au revoir, hein, je veux dire, on coupe les ponts. Non, il y a vraiment ce suivi qui est fait. Je pense que ça peut fonctionner. Dans ce sens-là, ça peut fonctionner. Oui, comme le suivi finalement des SIAE qui vient aussi s'ajouter. Et donc effectivement, en fait là, c'était aussi l'idée. C'est là où je vous place l'action révèle les atouts, puisque donc c'est les PMSMP qui permettent voilà aux employeurs de se rendre compte. L'exemple de Christophe est un très bon exemple de voilà, il y a eu une PMSMP. Alors il y avait du coup un besoin d'embauche derrière, donc forcément voilà ça marche. Mais c'est aussi comme ça qu'on peut présenter les salariés qui soient du coup en situation de handicap ou pas comme des salariés compétents et que voilà on soit vraiment dans le concret. On va passer sur notre dernier intervenant qui est donc Laurent Millet qui est en visio. Il va y avoir des petits décalages, hein, ça va être comme le journal télé, préparez-vous. Est-ce que du coup Laurent est bien présent avec nous? Oui, je suis présent. Super. Bonjour Laurent Millet qui nous a mis son super fond d'écran, c'est ce qu'il voit depuis son bureau, m'a expliqué. Donc, Laurent Millet, vous travaillez à la GFIP, et donc, vous m'aviez expliqué, vous avez un point de vue plus global, puisque vous accompagnez plutôt les entreprises sur leur politique globale en termes de handicap, et notamment, du coup, des entreprises qui sont pas forcément encore sensibilisées sur le sujet. Et vous me disiez, c'était intéressant pour une fois, que donc ces entreprises avaient beaucoup de freins. Donc nous, ça c'est un terme qu'on essaye à SEF de limiter, parce qu'on dit souvent que les personnes en transition professionnelle ont beaucoup de freins, qu'il faut les lever avant l'emploi. Et donc pour une fois, ça serait les entreprises qui ont des freins. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire lesquels, selon vous, d'expérience? Alors effectivement, hein, les entreprises ont une représentation du handicap qui ne correspond pas forcément à la réalité dans le milieu professionnel. Elles imaginent plutôt des handicaps lourds, etc., complexes, des situations difficiles à appréhender. Voilà. Mais la réalité est tout à fait différente puisque on évoquait les aménagements de poste, par exemple. Dans 80% des cas, quand on intègre une personne en situation de handicap, il n'y a pas besoin d'aménager le poste de travail. Donc voilà, on est là pour assurer et faire évoluer aussi les représentations. Alors les préjugés, c'est humain, hein, tout le monde a des préjugés, des représentations, et on essaye effectivement de faire évoluer ces représentations. Alors, on citait l'exemple des périodes de mise en situation en milieu professionnel, etc. L'illustration par l'exemple, c'est quelque chose qui fonctionne voilà, très bien et qui fait prendre conscience à l'entreprise que finalement, intégrer une personne en situation de handicap, c'est pas si différent
qu'intégrer un salarié lambda, etc., sur son poste de travail, hein. Vous avez cité un petit peu les modalités d'intégration d'une personne en situation de handicap. Pour la plupart, c'est des mesures de bon sens qui vont s'appliquer à l'ensemble des salariés. Et effectivement, il y aura une dimension supplémentaire qui sera à prendre en compte, qui est le handicap. Mais avant tout, une entreprise, elle recherche des compétences. Et effectivement, si on arrive à faire matcher le besoin en compétences de l'entreprise par une mise en relation avec une personne en situation de handicap, après, effectivement, s'il y a un aménagement à réaliser, on aura la possibilité de le mettre en œuvre, qu'il soit technique, organisationnel, etc. Et effectivement, il y a des aides aussi qui vont accompagner l'entreprise pour mettre en œuvre cet aménagement. Mais encore une fois, ce n'est pas systématique et dans la majorité des situations, il n'y a pas lieu d'aménager le poste de travail. C'est simplement d'accompagner le salarié, mais comme on le ferait soit en recrutement traditionnel avec éventuellement du tutorat, de l'encadrement, etc. Voilà, un processus d'encadrement de salariés pour un recrutement classique. Et donc du coup, vous à la GFIP, ce que vous m'expliquez, c'est que vous utilisez donc vous avez repéré un certain nombre de leviers finalement pour contrer les freins qu'ont ces entreprises et pour favoriser à la fois une prise en compte de politiques handicap au sein des entreprises et favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont ces différents leviers que vous aviez identifiés? Alors, déjà, le premier levier, ça va être l'obligation d'emploi, puisque bon, je rappelle que depuis 1987, il y a une obligation d'emploi qui oblige l'entreprise d'au moins 20 salariés d'avoir 6% de son effectif en personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un premier levier qui va s'appliquer, mais bon, il peut concerner effectivement des entreprises de taille plus conséquente, puisque bon, effectivement, les TPE, etc., ne sont pas forcément concernés par cet argument, mais en tout cas, c'est un premier argument leur dire que effectivement il y a une obligation d'emploi, donc elles ont aussi un rôle à jouer de remplir cette obligation. À l'heure actuelle, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, il est à 3,6%. Il y a 6% à atteindre, donc on voit qu'il y a encore une marge de progrès pour atteindre le taux de 6%, 30 ans après l'obligation d'emploi. Donc ça, c'est un premier argument. Mais ce n'est pas le seul. Encore une fois, l'argument financier, voilà, il ne faut pas qu'il y ait que l'argument financier qui fonctionne. Il faut d'autres leviers. Alors, on l'a cité tout à l'heure, hein, l'entreprise a un besoin de compétences, hein. Recruter une personne en situation de handicap, c'est pas faire une bonne action pour l'entreprise. L'entreprise, elle a un modèle économique, elle a effectivement des contraintes de marché, etc. Elle recherche des compétences pour être compétitive. Donc voilà, donc effectivement, donc c'est le besoin en compétences. Et effectivement, il y a un vivier de demandeurs d'emploi en situation de handicap qui a des compétences à faire valoir. Et dans des périodes où il y a des tensions sur le marché du recrutement, etc., exploiter ce vivier de compétences auprès des personnes en situation de handicap, c'est aussi un argument à faire valoir auprès des entreprises, de diversifier effectivement le sourcing des recrutements, etc. Après, effectivement, on est aussi aidé parce que de plus en plus, hein, on est dans une société où la marque, l'image a de l'importance. Et donc, effectivement, la fameuse marque employeur. Donc, comment je valorise aussi ma marque employeur? Donc, l'inclusivité, hein, la diversité des publics, etc. Ça fait partie aussi des éléments hein, qu'une entreprise peut mettre en avant aussi sur ses politiques, hein, avoir une politique inclusive, une politique de mixité, de diversité. Voilà, c'est aussi un facteur qui va nous aider à faire progresser l'entreprise sur ces aspects-là. Donc voilà, et après les politiques aussi, je pense la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Hein, le handicap, ça fait aussi partie du volet social de la politique RSE d'une entreprise. Donc là aussi, il y a de plus en plus d'entreprises engagées dans des politiques RSE ou qui mènent des actions aussi sur la qualité de vie et des conditions de travail. Donc voilà, on a des leviers qui vont nous permettre d'accompagner l'entreprise et justement de l'aider à intégrer le handicap dans sa stratégie de gestion des ressources humaines. Voilà, c'est quelques leviers qui peuvent permettre de convaincre, mais avant tout, hein, enfin, on l'avait évoqué lors de notre échange, voilà, il faut qu'il y ait une volonté aussi de l'entreprise d'explorer hein, de nouveaux horizons, etc., de tenter l'expérience, alors soit via un stage, une période de mise en situation en milieu professionnel, etc. Voilà, on sait que l'illustration, je citais l'exemple, voilà, une bonne expérience réussie, ben, ça permet de débloquer des situations et de faire évoluer les représentations, tout simplement, quoi. Oui, ce que vous disiez, comme l'avait un petit peu évoqué tout à l'heure Marie-Florence, c'est que en fait, faut pas forcément forcer une entreprise. En fait, il faut que la volonté d'embaucher des personnes en situation de handicap soit portée quand même plutôt au plus haut niveau et que si une entreprise, entre guillemets, je reprends encore une fois des termes très insertion, n'est pas prête, en fait, bah, c'est pas, voilà, c'est du travail de longue haleine, mais il faut pas forcément tout de suite y aller, quoi. Il faut être enfin, une maturité sur le sujet, déjà une ouverture d'esprit, être, voilà, être ouvert
un sourcing différent que ce que pratique habituellement l'entreprise, etc. Peut-être aussi des profils qui peuvent être un petit peu différents, puisque bon, une personne en situation de handicap, souvent, elle a été obligée de se reconvertir professionnellement, donc il peut y avoir des trous dans le CV, etc. Donc avoir une ouverture sur le recrutement, sur des profils qui peuvent être un petit peu différents du profil standard habituel que l'entreprise a l'habitude de recruter, avec tel type d'école, tel type de diplôme, etc. Donc voilà, une certaine ouverture d'esprit. Et après, encore une fois, voilà, mais s'il y a une nécessité d'adapter, etc., il y a un écosystème qui est là pour accompagner le processus. On parlait de Corse Autisme, Espoir Autisme Corse, etc. Il y a des dispositifs qui permettent de sécuriser la prise de poste, le parcours d'insertion de la personne. Voilà, on les mobilise quand et c'est nécessaire, effectivement. Oui. Et donc, pour reprendre sur cette partie-là, l'idée que en fait, il faut que les entreprises soient prêtes entre guillemets, qu'il y ait quelque chose derrière, ça me permet de faire un twist dans un autre pilier qui était donc chacun décide de ses objectifs emploi. Là, c'est un peu le retourner par rapport aux entreprises en se disant qu'en fait, je pense que toutes les structures d'insertion ils sont confrontés. Ça marche pour tout type d'employés. Il faut que l'entreprise aussi soit ouverte et que il faut pas forcément forcer. Parce que l'objectif n'est pas de se dire on prend une personne, on l'envoie un peu dans la jungle en se disant que voilà l'action révèle les atouts, mais il faut aussi voilà prendre le temps et se dire que l'entreprise, si à un moment elle n'a pas envie ou elle n'a pas les moyens, eh ben voilà, on va tenter ailleurs, même si ça prend plus de temps. Effectivement. Donc, Laurent, du coup, une autre question pour quand même un petit peu motiver nos collègues des SIAE notamment pour continuer à accompagner et toutes les structures qui le font. Vous m'aviez un petit peu évoqué des pistes quand même pour viser bien ou mieux certains employeurs qui peuvent être ouverts, parce que c'est pas très simple à trouver comme ça, c'est pas écrit sur les sites forcément. C'est quoi un petit peu ces exemples, ces moyens pour ces structures de viser des employeurs ouverts à l'embauche des personnes en situation de handicap? Alors, effectivement, hein, vous le citiez, il faut une maturité, une volonté de l'entreprise. Donc, il y a des entreprises qui affichent leur politique handicap. Alors, ça peut être sur leur site internet, sur des marques d'entreprises handi accueillantes, handi bienveillantes, inclusives, etc. Il existe effectivement différents labels sur le sujet. On a, nous, développé une marque d'entreprise inclusive qui s'appelle Activateur de progrès, emploi et handicap. Donc, c'est un portail dans lequel les entreprises peuvent valoriser leur engagement en matière de politique handicap. Donc voilà, il y a les entreprises s'engagent, par exemple, qui est un dispositif qui est porté par l'État. Donc les entreprises qui s'engagent sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà. Et ensuite, des entreprises qui vont peut-être participer aussi à des actions. Je pense notamment à la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, au DUOD, accueillir une personne le temps d'une journée, etc. Voilà. Et également, au niveau de France Travail, hein, l'entreprise peut aussi mentionner qu'elle est handi bienveillante sur ses offres, par exemple. Donc, ça peut être un critère supplémentaire parce qu'on se rend compte que souvent, la personne en situation de handicap, si l'entreprise n'a pas communiqué sur est-ce qu'il y a un référent handicap, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour développer l'emploi de personnes handicapées, elle aura tendance pas forcément à postuler. Hein, donc, il y aura quelque part une autocensure. Donc, c'est important, nous, on incite les entreprises qui s'engagent en matière de politique inclusive, de communiquer. C'est très important aussi parce que ça va générer de l'attractivité sur leurs offres et ça va permettre effectivement voilà, d'avoir des propositions de candidature sur leurs offres par des personnes en situation de handicap. Voilà. Et ce que vous disiez aussi, qui est souvent ce à quoi on incite nous les entreprises, c'est là où il y a déjà eu des embauches ou même des PMSMP, en fait, de retourner là, de valoriser des situations inclusives qui ont déjà eu lieu finalement. Tout à fait, hein, donc voilà, c'est le meilleur exemple. Encore une fois, une expérience réussie. Voilà, c'est la meilleure illustration que voilà, c'est possible voilà, quand on souhaite effectivement développer l'inclusion des personnes en situation de handicap. D'autant plus voilà, quand, encore une fois, il y a des entreprises qui peinent à recruter. Donc voilà, ce serait dommage de passer à côté d'un vivier de compétences. Voilà. Top. Et vous m'aviez précisé aussi, si jamais il y en a qui ne le savent pas, que l'AGFIP avait aussi un job board. Donc vous pouvez trouver des offres du coup pour des employeurs qui sont ouverts. Ça nous amène du coup à la conclusion de cette première partie. Donc normalement, si vous avez suivi, j'ai placé tous les piliers sauf un, qui est donc tout le monde est employable.
normalement, toute la table ronde vous a démontré que tout le monde est employable. Il se trouve ici qu'on parlait des personnes en situation de handicap, mais voilà, ça s'applique à tout le monde. Et en fait, ce pilier, quand on le dit comme ça, il n'a pas forcément de sens, mais l'idée, c'est comment on fait pour que tout le monde soit employable. Bah, en fait, on y a répondu un peu aujourd'hui. C'est de se dire que les SIAE, notamment, permettent en fait la rencontre entre des employeurs qui ont bien des besoins en recrutement et des salariés qui ont bien des compétences, comme n'importe lesquelles, et que on accompagne vraiment mutuellement ces employeurs et ces salariés par la SIAE, par Espoir Autisme Corse, Cap Emploi, la GFIP, pour que ça fonctionne bien. Et donc on revient sur les fameuses 5 clés des prises de poste qu'on a un peu chez SEV. Donc on se rencontre en amont, on présente le poste, on a un tuteur, on a une marge de progression avec des objectifs progressifs et on fait des points réguliers. Comme disait Laurent Millet, on est plutôt entre guillemets dans du bon sens et en fait des techniques de RH, de recrutement que dans un truc spécifique au handicap. Et dans le cas d'aujourd'hui, ça nous montre bien que finalement, ces spécificités, c'est plutôt d'avoir des acteurs experts qu'on peut venir solliciter et qui ont déjà l'habitude d'accompagner. Et je voulais citer sur la fameuse fiche de la GFIP que je vous ai dit, il y a une phrase, je trouve, qui résume assez bien les choses, donc je vais me permettre de la citer, qui disait « Toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas obligatoirement besoin d'une aide matérielle. En revanche, toutes les situations requièrent un accompagnement humain auprès du nouvel arrivant, mais aussi de ses collègues. » Et donc, c'est un petit peu résumé, encore une fois, que n'importe qui a finalement besoin d'être bien intégré, qu'il n'y a pas de spécificité. Donc, pour finir un peu le message, je pense qu'auprès des SIAE ou des structures qui accompagnent, c'est continuer à accompagner, voilà, garder vos forces autour de ça. Et les employeurs qui sont là ou qui nous entendent, lancez-vous et puis restez là juste après si vous avez des questions. Voilà, donc je passe la parole aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des remarques, des personnes qui veulent rebondir sur ce qui a été dit? Et d'ailleurs, pareil aussi pour nos intervenants, hein, si vous voulez compléter sur quelque chose, n'hésitez pas. Bonjour Thierry, je suis conseiller insertion professionnelle sur Corse Insertion Professionnelle. Je voudrais déjà vous remercier pour cette table ronde, c'est super intéressant. Je voulais rebondir juste sur un petit point. Quand on a voulu organiser cette table ronde, on a contacté beaucoup d'entreprises. Et c'est très compliqué à mobiliser les dirigeants d'entreprise, je dirais. Alors, soit ils ne sont pas intéressés. On a un gros travail de pédagogie à faire, nous, SIAE, mais au-delà, les services de l'État ou Cap Emploi ou les AGFIP. Voilà, ça, c'est important de souligner qu'on a convié beaucoup d'entreprises. Et malheureusement, je remercie celles qui sont présentes, mais on a eu peu de retours. Je voulais rebondir sur une chose qui a été dite, qui me semble importante, 2 choses surtout. Les meilleurs ambassadeurs, c'est vous, monsieur, par exemple. Une inclusion réussie. Merci de votre témoignage. C'est vous les meilleurs ambassadeurs, je dirais, de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ça, c'est primordial. Je voudrais aussi rassurer les entreprises qui souhaiteraient embaucher des personnes en situation de handicap, leur dire qu'il y a des professionnels vers qui elles peuvent se tourner. Marie-Flo, tu as bien dit qu'on est des généralistes, mais aussi, ils peuvent se tourner vers nous, il n'y a pas de souci. Mais il y a des professionnels, Cap Emploi, les AGFIP, des associations comme Espoir Autisme Corse, qu'elles n'hésitent pas à se tourner vers elles. Voilà, c'est aussi, ils sont là pour les accompagner et c'est un relais. Ils se posent la question, on va embaucher quelqu'un, et des fois on doit embaucher quelqu'un en situation de handicap. Ça fait peur. Et nous, dans les SIAE, déjà l'image de l'insertion des SIAE, des personnes qui sont en transition chez nous, n'est pas forcément très florissante, surtout sur le territoire. Hein. Je dirais qu'en plus, si on leur dit, voilà, c'est quelqu'un qui est en insertion chez nous et qui a un handicap, c'est à nous d'être très pédagogues pour leur présenter. Mais merci en tout cas pour cette table ronde. Est-ce que dans les intervenants, vous voulez rebondir sur ce qui a été dit, sur les employeurs qui sont plus ou moins difficiles à mobiliser, sur le rôle des SIAE, tout ça, Marie-Florence? Oui, moi je voudrais juste confirmer effectivement que c'est parfois difficile à mobiliser, et à commencer par le domaine hors signe, qui a répondu plusieurs fois favorablement donc,
à nos questionnements, donc qui est désolé de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui, et c'est pas par manque de motivation, c'est simplement par manque de temps et de disponibilité, puisque par motivation on le voit bien, hein, donc il était là pour les PSMP, il a été là pour l'embauche, donc c'est vraiment pas par désintérêt sur la question du handicap, très clairement, mais c'est pour eux impossible de se rendre disponible, même pas une demi-heure, même pas une demi-journée. Voilà, donc ça, je pense que c'est important pour des publics, pour des entrepreneurs déjà sensibilisés, déjà disposés à répondre favorablement. Donc, imaginons effectivement ce qui se passe pour les entrepreneurs qui ne sont pas particulièrement sensibles à la question. Donc, aujourd'hui, Thierry a raison. Peut-être qu'il faut organiser un petit peu plus. J'ai envie de dire des rondes entre guillemets, mais en tout cas un vrai travail de fond pour peut-être être plus pédagogue, peut-être être plus démonstratif. Et au-delà de la question donc financière de l'accompagnement, puisque effectivement le cas de Christophe est assez symptomatique, c'est qu'il n'y a pas eu du tout besoin de mobiliser du financement quel qu'il soit. Donc la GFIP n'est pas intervenue et n'a pas à intervenir et probablement qu'il n'interviendra pas. Christophe, il est mobile à sa manière aussi, donc tu as ton scout, il n'envisage pas de passer le permis, donc son employeur est à 5 minutes de son domicile, il vit seul. Je crois que tu voulais qu'on dise aussi une chose, et je pense que j'en profite aussi pour le dire, c'est qu'il remercie sa maman, qui l'accompagne énormément au quotidien, puisqu'il vit de façon totalement autonome. Il a son appartement, il a son scooter, il a sa mobilité à lui. Mais voilà, tu es vraiment dans l'autonomie de tout, donc c'est vraiment quelque chose de très important et ça lui suffit. Donc ça lui suffit pour réussir son insertion. Voilà, mais en tout cas, voilà, sur la mobilisation des employeurs, c'est une question qui est essentielle effectivement, Thierry. Oui, oui, oui. Je crois qu'il y avait, je vous laisse rebondir. Et après, il y avait Laurent qui souhaitait intervenir aussi. Oui, moi, si je peux rebondir un petit peu, effectivement, je pense que ce qui faut peut-être travailler aujourd'hui, c'est l'image qu'on a du handicap, c'est de dédramatiser auprès des employeurs qui sont un peu réticents cette image du travailleur handicapé entre guillemets et de pas, souvent c'est l'image d'avoir un handicap très lourd avec des contraintes particulières et c'est de retravailler peut-être justement que ça ne bloque pas, que c'est de voir la personne par ses compétences et non par ses difficultés. Je pense que c'est peut-être sur ce biais-là qu'il faudrait peut-être revoir un petit peu cette image-là et retravailler. Laurent, je vous laisse la parole. Oui, je voulais également compléter ce qui a été dit. Effectivement, c'est compliqué de mobiliser les entreprises. D'une part, c'est lié aussi au tissu économique. Il n'y a que les grosses entreprises qui ont des missions handicap et des moyens dédiés permanents autour du handicap, donc des TPE, des PME. Voilà, c'est toujours compliqué de mobiliser un chef d'entreprise, etc., parce qu'effectivement, il y a des contraintes aussi économiques, etc. Donc, également souligner aussi qu'on mène des actions de sensibilisation pour faire justement évoluer la représentation du handicap auprès des entreprises, essayer qu'elles s'engagent, etc. Il y a un plan régional d'insertion des travailleurs handicapés en Corse également, qui mène des actions justement auprès des entreprises. Voilà, mais effectivement, il faut voilà, sans arrêt faire évoluer l'image aussi, la représentation que les entreprises ont des personnes en situation de handicap. Et ça, je pense que c'est un travail collectif et qui dépasse le simple cadre. C'est aussi un enjeu de société, quoi. Voilà. Moi, pour compléter sur ça, sur ce que vous aviez dit, je pense qu'en plus, c'est un bon exemple un petit peu de ce qui se travaille, je pense, au sein des SIAE qui ont fait SEV. C'est aussi l'idée de se dire, on insiste sur la mise en action, la valorisation des compétences, etc., puisqu'il y a aussi des fois, de la part des SIAE ou des structures d'insertion, cette idée de, voilà, il faut d'abord lever tous les freins, mais il y a telle contrainte. Donc, on a aussi des fois nous-mêmes un prisme tourné autour de ça, qui est aussi normal parce qu'on accompagne des personnes qui nous sont un petit peu envoyées parce qu'il y a des difficultés. Et donc, c'est aussi faire un switch en se disant, en fait, ces personnes, si elles travaillent chez moi, c'est qu'elles peuvent travailler ailleurs. Et donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est en faisant des PMSMP ou autres, et juste en faisant en sorte que ça fonctionne, qu'on aura des expériences réussies derrière, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, remarques ?
Bonjour, donc merci pour cette conférence qui est très intéressante. Merci à tous pour vos interventions. Je suis Charlotte Nicolas de la mission locale de Bastia, chargée des relations entreprises. Donc j'ai entendu effectivement que tous vous évoquiez le fait que c'était très difficile de mobiliser les entreprises. Donc je confirme, c'est très compliqué. Donc effectivement, je pense que moi ce qui me vient, c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre finalement pour justement, alors en dehors des tables rondes, parce qu'ils viendront pas, enfin ou peu, ou peu. Donc et on les comprend aussi. Donc qu'est-ce qu'on pourrait finalement mettre en place et qui puisse marcher. Alors ça sera du aller vers, je pense, parce qu'il faut aller vers eux, il faut les rencontrer comme vous le faites. Mais qu'est-ce qu'on pourrait organiser, je dirais en amont, de plus, pas avant finalement même de présenter d'avoir envie de faire ces PMSMP, comment avoir des nouveaux employeurs qui soient capables d'intégrer ces personnes-là. Alors nous, on a pensé à la mission locale d'aller vers les employeurs et tout simplement de les faire parler aussi, de faire parler ceux qui ont bien voulu recruter des personnes. Et après, pourquoi pas les diffuser ça auprès des autres employeurs. Donc finalement, la parole des employeurs pour les employeurs aussi. Mais bon, ça c'est une idée. Nous, on a la Milo TV, à la mission locale de Bastia, qui nous permet de créer ces petites interactions, ces films, etc. Donc j'en parlerai à Elodie Pizet, là, qui est la directrice, et voir si on peut faire quelque chose là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Je pensais notamment Laurent l'AGFIP. Il me semble que vous m'aviez expliqué que vous mettiez en contact des fois avec des entreprises un peu dans un mode prospection, finalement, d'aller appeler des structures qui n'ont pas de lien actuel au handicap. Est-ce que vous voulez un petit peu nous en parler peut-être ? Oui, effectivement. Donc, on a des actions proactives. Effectivement, il faut aller vers ces entreprises-là. Donc, ça passe via des campagnes de prospection qu'on mène pour essayer justement de sensibiliser ces entreprises à l'inclusion des personnes en situation de handicap. On a un réseau aussi qui s'appelle le réseau des référents handicap. Donc, on incite les entreprises qui souhaitent s'engager à participer à des événements qu'on organise, des tables rondes, des petits déjeuners, des after-work. Voilà, on passe aussi des actions via les clubs, des clubs d'entreprise, les réseaux, je pense au MEDEF, la CPME, etc., qui sont aussi des réseaux sur lesquels on s'appuie pour communiquer, tout simplement, sur des campagnes de communication, etc. Donc, je vous dis, on organise aussi régulièrement des actions pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Donc, il y a eu la 3e édition des rencontres professionnelles employés handicap, où on essaye de convier le plus largement possible les employeurs au travers de conférences, de tables rondes, etc. Et on réunit l'ensemble de l'écosystème voilà, pour sensibiliser à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc il y a des actions qui sont menées tout au long de l'année, mais après on est preneurs, nous, s'il y a des manifestations, etc., pour porter la bonne parole auprès des entreprises, voilà, au travers de tout type d'événements. Voilà. Moi, je voulais peut-être demander, alors c'était plutôt Thierry qui m'en avait parlé, mais peut-être d'autres vont témoigner, parce que quand on a réfléchi ensemble à cette table ronde, il y a eu quand même quelques employeurs identifiés, heureusement, qui ont déjà embauché des personnes en situation de handicap. Est-ce que peut-être vous voulez nous témoigner un petit peu comment ça s'est passé avec ces employeurs? Qu'est-ce qui fait, selon vous, que eux, ils sont ouverts à ça, que ça se passe bien, vous en tant que SIAE ou structure? Je sais pas si ça peut être intéressant. Ils sont pas là, mais de porter un peu l'exemple quand même. Alors, pour parler un peu de l'intégration des salariés, je dirais que la difficulté pour un employeur classique, je dirais, c'est peut-être la première fois. C'est le premier salarié en situation de handicap qu'ils embauchent. Et ils s'aperçoivent très vite, et c'est un fait, que ce sont des personnes qui sont efficaces, qui sont souvent fidèles aux entreprises. Et du coup, voilà, ça crée, c'est le premier, la difficulté, c'est sauter ce pas, de se dire, voilà, je vais embaucher quelqu'un en situation de handicap, peut-être que ça va pas être évident, peut-être que je vais avoir besoin d'aide, peut-être que... Mais quand ça se passe bien, après c'est beaucoup plus facile pour en embaucher un autre. Il faut qu'ils se fassent accompagner souvent, ou pas, suivant l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont des services qui peuvent mobiliser pour les accompagner.
Mais et sauter ce pas, c'est un peu l'élément déclencheur et s'apercevoir que ce sont des personnes qui sont efficaces, disponibles et souvent fidèles. On voit des entreprises où il y a pas mal de turnover. C'est vrai que quand je dirais une personne en situation de handicap a un poste, elle est souvent très attachée. D'ailleurs, c'est un peu l'exemple. Regarde pas trop les horaires, voilà, et donne entière satisfaction, avec évidemment des aménagements ou pas. Et vous, du coup, vous avez des exemples de salariés qui étaient chez vous en situation de handicap et qui ont été embauchés dans des entreprises et où ça se passe bien, où ça s'est bien passé? Alors, on a eu le cas d'une personne à qui je pense qui est rentrée chez nous sur un ACI, un chantier d'insertion, qui avait des freins avec une RQTH. On a levé ces freins de mobilité, pour être clair, qu'on a pu passer sur une ETTI, qui fait aussi partie du groupe, mais une ETTI, qui a été mis en mission dans un centre hospitalier et qui a été embauché. C'est vrai que, je dirais, le domaine médico-social, ils sont peut-être un peu plus sensibles à l'accueil de personnes en situation de handicap, mais voilà. Moi, je voulais souligner aussi quelque chose pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Mathilde, et ce que disait Marie-Florence. Ce qui me semble important, c'est que on parle du handicap, mais plus globalement, il y a un travail à faire au niveau de l'économie sociale et solidaire, de la CRES, de sensibilisation. Et je pense que voilà, le handicap, ça éloigne de l'emploi, mais comme d'autres freins, je dirais. Et on parle de handicap aujourd'hui, mais il faut parler de tout. C'est pas un frein plus qu'un autre, je dirais. Voilà, oui, effectivement, mais il faut vraiment sensibiliser. Et c'est un travail d'équipe, pluridisciplinaire, je dirais, organisation. Il ne faut pas se cantonner à voilà, ça c'est l'État, ça c'est la collectivité de Corse ou les conseils généraux sur le continent, ça c'est les CAE, alors chacun va travailler. Non, on va tous travailler ensemble. C'est un projet de société, comme a dit M. Millet, c'est ça. Et ça, je pense que ça va prendre du temps. La route est longue, mais on peut pas passer par là. Pourquoi aussi? Parce que nous, on s'aperçoit dans un CAE, on a beaucoup plus de personnes relevant de la RQTH. Soit ils rentrent, ils l'ont déjà, soit une fois qu'ils sont chez nous, on les accompagne pour l'obtenir. C'est pas marqué sur leur front après qu'ils l'ont. Moi, je travaille avec eux pour leur dire, il y en a qui ne veulent pas. Mais je travaille pour leur dire, c'est pas marqué, ce n'est qu'un plus, ce n'est que des plus. Donc il ne faut pas que aussi les personnes hésitent. C'est normal, il y a une appréhension de se dire, tiens, tout compte fait, je suis handicapé. Mais c'est pas grave, on va t'accompagner, on va t'aider et tu vas travailler. Voilà, c'est tout ce que... Voilà. Je sais que je suis un peu long, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rebondir? Je sais plus s'il y en a quelqu'un de la CRES ou autre qui souhaitait réagir. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis arrivée un petit peu après, donc j'ai pas pu suivre le témoignage de monsieur, mais je pense qu'il a été riche. Voilà, moi je travaille, donc je suis référente handicap depuis peu sur le groupement Cap Solidaire. Je l'ai été sur un grand groupement sur le continent. Et je voulais juste intervenir pour dire que c'était vraiment important donc de sensibiliser, je pense, les employés. Aussi les collaborateurs au sein des structures, donc ça prend du temps, mais c'est vraiment un travail qui est important, et de la formation, de la sensibilisation des recruteurs. Parce que souvent c'est ça qui pêche encore aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est des sujets, pour avoir travaillé avec la GFIP aussi, c'est des sujets qui sont qui datent d'il y a déjà quelques années, donc il y a encore des freins, et bon, on dit des freins, mais en tout cas des stéréotypes sur les handicaps, et en effet il y a beaucoup de handicaps invisibles, donc voilà, ça nécessite peut-être de toucher davantage là-dessus. Bon, je suis un peu gênée de parler en public là, mais voilà, c'est juste ce que je voulais dire, c'était ça, c'était de sensibiliser avant tout, et ça nécessite aussi un poste, des moyens en effet pour les entreprises de pouvoir derrière accompagner que ce soit les collaborateurs ou les personnes à intégrer en situation de handicap. En tout cas, c'est faisable aussi, et je pense qu'il ne faut pas oublier que qu'il faut pouvoir avoir des moyens pour sensibiliser. Voilà, c'est tout. Merci. J'ai une autre réaction. Oui, bonjour. Donc du coup, Christelle Rafali de la Crète, c'est pour ça que j'interviens pour répondre.
C'est vrai que bon, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit déjà. Je trouve que pour la partie employeur, la partie privée, souvent les SIAE, les structures d'insertion, les entreprises adaptées, c'est une nébuleuse que les personnes qui ne sont pas dans le ESS ne comprennent pas forcément. Et du coup, on va travailler là-dessus cette année aussi pour essayer de démocratiser un peu toutes ces structures-là, aux entreprises privées. Et comme vous l'avez très bien dit, travailler tous ensemble pour. On sait que ce que les gens ne connaissent pas fait peur. Et plus on ira vers ces gens-là pour leur expliquer comment ça se passe, et mieux ça ira, quoi. Donc voilà. Moi, je voulais rebondir sur ça parce que ça me refait penser aussi à un webinaire qu'on avait organisé l'année dernière sur un petit peu dans la même idée qu'aujourd'hui, mais qui était plutôt sur comment on embauche des personnes allophones, donc qui ne parlent pas français. Et vous vous doutez bien que ce qui est ressorti, c'est un petit peu ce qu'on se dit aujourd'hui finalement. Et on avait une formatrice Sève, Agnès Luc, qui travaille aussi dans l'accompagnement de ces personnes, qui avait insisté que sur ce que vous disiez là aussi, sur en fait la réponse est dans le collectif aussi des entreprises et l'importance en fait des équipes au sein des entreprises et pas juste des employeurs, des responsables, des directions qui ont leur rôle évidemment à jouer, parce que quand là on disait voilà, pour bien intégrer quelqu'un, c'est pas juste un responsable, c'est aussi toute une équipe et comment elle est sensibilisée, formée. On connaît tous aussi, on le dit souvent dans SEF, ce côté, voilà, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, l'équipe n'a même pas été prévenue, le tuteur attitré ne le savait même pas. Enfin voilà, ça va aussi dans cette notion de collectif et que les équipes elles-mêmes, des fois, ont finalement la meilleure solution en disant, voilà, on a besoin d'un poste. Eux, ils savent sur quoi il y a besoin. Et je voulais du coup peut-être poser la question à Christophe, si vous êtes d'accord pour répondre de vous, dans votre équipe. Je sais que quand on avait discuté, donc chez Domaine Orsini, un des points intéressants, c'est que c'était une petite équipe, parce que c'était plus facile pour vous. Et comment ils vous ont accueillis, et aujourd'hui, est-ce qu'ils font des choses avec vous qui vous ont fait vous sentir à l'aise et bien du coup? En quoi vos collègues ils peuvent vous aider à vous sentir bien? Je dirais qu'ils sont beaucoup à l'écoute par rapport à moi. Par rapport à mes paroles, par rapport à mes gestes, envers moi, ils sont vachement à l'écoute. Si c'est, comme je l'ai dit plus tôt, si c'est un problème d'une quelconque manière, ils sont là pour m'écouter, pour aider à résoudre un souci, pour gérer, pour m'aider à m'améliorer, pour le bien de l'équipe. Vers moi. Et est-ce que vous vous souvenez du coup au tout début, notamment quand donc vous êtes arrivé pour la première fois en stage et après en emploi, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on vous a présenté votre équipe? Comment vous vous êtes intégré? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de spécial? On m'a présenté à l'équipe et après ils ont rien fait de spécial. Un de particulier, ils sont restés eux-mêmes, sont restés à l'écoute, ils m'ont mis à l'aise dans le sens où ils m'ont expliqué comment faire les choses à faire, les bons gestes et bons trucs à faire, les choses simples, comme les choses compliquées à leur manière à eux. Je trouve que c'est un bon exemple en plus de tout cet enjeu qui est pas toujours simple sur le handicap ou les personnes qui sont accompagnées par les SIAE, de se dire quel équilibre entre je préviens les gens et donc le risque c'est aussi qu'on traite la personne différemment et je sensibilise quand même en se disant la personne aura peut-être des besoins. Et je trouve que du coup, ce que vous avez dit, c'était très bien de se dire, en fait, ils sont restés eux-mêmes, mais il se trouve que c'était voilà une équipe bienveillante. Et donc, je sais pas du coup si Domaine Orsini avait déjà repéré que cette équipe, voilà, pouvait être ça, mais en tout cas, il y avait déjà la notion que c'était une petite équipe et que ça faisait aussi moins d'interactions tout le temps. Et une équipe où c'est peut-être plus facile d'être agile et de s'adapter sur ça, quoi. Je sais pas si Marie-Florence, par rapport à ça, vous avez des choses à compléter, parce que je me souviens que vous m'aviez dit que voilà, Domaine Orsini, ils étaient sensibles au sujet, qu'ils avaient bien anticipé ce recrutement. Peut-être que c'est ça aussi qui a expliqué.
On n'a pas... Probablement. Après, on n'a pas d'informations particulières à donner. On n'a pas été les voir spécifiquement parce qu'on les avait identifiés comme étant des recruteurs potentiels handicap. Hein. On est tombé dessus. Enfin, c'est plutôt Espoir Autisme de Corse en réalité qui est tombé dessus. Donc, mais ils n'ont pas. Je dis, c'est pas un fief particulier. Non. Je pense que vraiment, ils sont. Voilà, Christophe l'a dit tout naturellement. Hein. Ils l'ont bien accueilli. Ils l'ont accueilli volontiers. Ça a matché parce qu'ils avaient un besoin de compétences, que ça correspondait véritablement, le profil donc de Christophe correspondait particulièrement à leurs besoins et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'ils s'y sentent bien. Hein. Je crois qu'il a clairement exprimé et que ça peut continuer, on espère, très longtemps comme ça. Ça, c'est la bonne illustration de le tout le monde est employable. En fait, l'idée, quand on le dit comme ça, c'est de se dire tout le monde est employable, mais à un endroit, dans une équipe avec certains, voilà, n'importe qui. Moi, je dis souvent l'exemple. Moi, aujourd'hui, si on me demande d'aller en espace vert, je suis pas vraiment employable, finalement. Mais voilà, c'est l'idée de se dire le matching, quoi. Donc, il y a une première PMSMP. Je sais que Christophe, vous m'aviez dit, vous travailliez à un autre endroit avant. Ça matchait plus ou moins bien, et du coup, il se trouve que là, voilà. Ça s'est fait parce que l'équipe, le besoin, l'entreprise, et ça sera quelque part ailleurs plus tard. Mais c'est aussi cette idée de, il faut essayer plusieurs fois. C'est ça aussi des fois la patience qui est pas facile. Est-ce que c'était bon? Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, interventions, des choses à dire aux employeurs absents? Les intervenants, rien d'autre à compléter? C'est bon pour vous? Eh ben, je voulais vous remercier donc pour ces échanges, aux personnes présentes en visio, la salle. Bonne journée aux personnes qui étaient donc en visio, et aussi merci donc à Laurent qui n'était pas avec nous. Et puis pour les personnes qui restent avec nous à Corté, place au buffet. Voilà. Merci beaucoup.